Aujourd'hui, dans la vie quotidienne, d'une manière générale, on croit que pour faire le bien, l'homme doit renoncer à son désir, à lui-même en fait, à ce qu'il veut vraiment. Donc on a un philosophe autrichien, Rudolf Steiner, qui a écrit en 1892 un livre qui s'appelle « Philosophie de la liberté ». Donc dans ce livre, Steiner essaye de nous montrer que l'aspect le plus important à connaître, c'est la possibilité de liberté pour l'être humain. Donc il a ensuite développé que l'homme peut créer lui-même ses propres motifs d'action. Alors bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Enfin, Spinoza avait éveillé notre esprit critique sur cette question et il disait que souvent on se croit libre tout simplement parce qu'on ne voit pas en fait quelle est l'emprise qui nous guide, quelle est la personne qui tire les ficelles de cette marionnette que finalement nous sommes bien souvent. Steiner a montré que la raison originelle du vouloir humain est le désir, que l'être humain en fait agit toujours dans l'espoir de la satisfaction. Mais ce n'est pas une satisfaction immédiate et nombriliste, c'est au contraire une intention de faire quelque chose pour ce monde, dans ce monde et avec ce monde. Il a montré aussi que désirer, c'est déjà en soi une satisfaction. Il disait que le désir n'est pas une valeur physique, que c'est une expérience qui est déjà psychique. Donc ça, c'est très important. Donc des gens de la psychologie aussi ont repris ces notions, en particulier Lacan et Dolto. C'est terrible même d'imaginer que dans le monde aujourd'hui, quand on parle du désir chez l'enfant, au fond on veut tout le temps le neutraliser parce qu'on identifie le désir à quelque chose de mauvais. On croit que quand l'être humain fait vraiment ce qu'il veut, c'est mauvais. Alors que si on regarde précisément, c'est tout le contraire. Quand l'être humain fait vraiment ce qu'il veut, c'est bien. Et c'est bon même pour son voisin. Il y a un lien particulier entre le désir humain et l'éthique. Et ça passe, on pourrait dire ce lien-là, pourrait se résumer parce que l'être humain est un amoureux de l'action. Et quand il agit de lui-même, c'est-à-dire quand on prend le temps d'accueillir son mouvement vers le monde, c'est un mouvement qui est bon. Par contre, si on l'a entravé tout de suite, c'est-à-dire que si justement on n'accueille pas le petit enfant et qu'on commence à lui faire subir des violences, des entraves, des peurs, des chantages aussi, des séductions, alors là, on va lui compliquer son chemin. Parce que pour lui, d'ailleurs, il n'y a pas de doute. Il arrive, il s'est donné à ce monde, il arrive dans une sincérité, une naïveté totale, et par contre, dès qu'il a assez de force, il va saisir le monde. Donc c'est étonnant aussi dans notre langue française, ce mot « saisir » qui a vraiment deux sens. À la fois ça veut dire prendre un objet et ça veut dire comprendre. Et c'est pas pour rien, c'est magnifique. Enfin, on a même de la chance en tant que Français d'avoir un tel mot à notre disposition et qui peut nous éclairer tout de suite. L'enfant va saisir le monde. Donc je pense vraiment qu'on ne devrait pas rentrer dans l'espace des enfants. On devrait comprendre que cet espace est à protéger, on devrait l'entourer, l'accueillir, l'accompagner et progressivement laisser les enfants venir vers nous et être disponible pour eux. Et bien sûr, après, on aura une grande action à mener, c'est de veiller sur leurs incompétences. Parce que le grand problème aussi de ce jeune être, c'est qu'il lui manque des forces physiques et il lui manque beaucoup de connaissances qui fait que ses gestes sont vite désordonnés. Donc bien sûr qu'il y a une action éducative à mener. Dans mon travail, il ne s'agit pas de dire qu'on va se passer de l'éducation, mais c'est une éducation vraiment très très différente parce qu'elle est absolument non violente et non interventionniste. C'est une éducation d'observation, de douceur et d'accompagnement, que Françoise Dolto a pas mal montré. Pour moi, les personnes fondamentales
aujourd'hui, si nous voulons comprendre un peu mieux ce qu'est le désir, eh bien, ce sont Françoise Dolto et Rudolf Steiner. Il n'y a pas tellement de gens qui ont finalement mené leur enquête aussi bien et aussi loin. Donc la liberté, au fond, c'est de pouvoir bien balayer devant notre porte et d'aimer le faire. Donc Goethe disait aussi, hein, c'est d'aimer faire son devoir, la liberté. Mais parce qu'on l'a vraiment compris, pas parce qu'on s'y soumet. Il n'y a pas du tout de notion de sacrifice, mais il y a tout de même une notion, on pourrait dire, de service. Il y a une reconnaissance des lois existantes. Donc la liberté ne heurte pas la nécessité. C'est ça aussi le fondement. C'est d'accepter toutes ces nécessités et puis de voir, ah mais là maintenant il y a un terrain qui se dégage où je peux être libre. C'est pas sur le terrain de la nécessité que la liberté va s'exprimer. Donc ça c'est la clé hein, pour sortir du dualisme. Si on veut se libérer des chaînes, on n'est pas dans la liberté. Il n'y a pas de chaîne sur le terrain de la liberté. Il faut le voir. Donc pour une bonne compréhension de l'homme et de sa santé, il est absolument fondamental de voir l'importance des 3 années de l'enfance, les 3 premières années. Donc on va même les voir année par année dans le détail. On pourrait dire que ces 3 années préfigurent un peu aussi l'histoire de l'humanité. Parce que la toute première année, donc l'enfant est complètement dans une position allongée. Il a besoin d'un réceptacle, il a besoin d'être porté en permanence jusqu'à ce qu'il ait 9 mois, 1 an. Enfin, ça va se faire dans les derniers mois de cette année. L'enfant va tenir debout. Et dès qu'il tient debout, il va se déplacer et il va aller vers le monde avec beaucoup de sympathie. Il a envie de le connaître. Et il va réaliser, des acquis vont se mettre en place pendant cette première année, où il va réaliser qu'il est séparé du monde, et il va avoir envie de le retrouver. Donc la deuxième année, on pourrait dire que c'est une année dualiste. C'est aussi l'année où l'enfant va bien comprendre la différence entre le oui et le non. Et il va se mettre à parler, et il va parler le langage de ses parents. Jusqu'à la fin de cette deuxième année où là, on va mettre en place, parce que c'est un acte culturel, la propreté. Donc l'enfant s'est mis en marche. Donc on pourrait dire même qu'il y a un moteur énorme qui le pousse, qui le mobilise. Et on le voit presque avancer avec avidité vers le monde et vers les objets du monde, et en particulier les objets des adultes. Donc Winnicott, encore lui, disait qu'en réalité les enfants, d'ailleurs, il employait même le mot travail. Ils travaillent et ils se laissent travailler par les objets qu'ils rencontrent. Que je puisse exister dans chaque situation, chaque expérience. Alors là j'y vais parce que c'est nécessaire, on oublie ce chemin. Si on a le courage de laisser le monde à portée de main des enfants, il va se passer des choses assez extraordinaires. De dire ne t'approche pas, c'est déjà juste. Non, c'est moi qui fais, c'est un peu chaud, d'accord? Je t'aide. Attention, c'est très chaud. Il y a vraiment quelque chose de très très puissant qui est dans la construction de la personnalité et qui est aussi lié à la connaissance. L'enfant veut connaître la réalité des choses. Si nous donnons des jouets, surtout s'ils sont tous en plastique et qu'ils ont la même couleur et le même poids, nous ne participons pas du tout à l'éveil de la personnalité qui est présente chez le petit. Mais on ne peut pas mettre au café. Pas trop, Carla. Non. Ça risque donc après à reposer de surajouter sur une tendance que tu as déjà un petit peu dans pour goûter du café. Mais vas-y, On est petites. Pour goûter du café, on est petites.